Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Régénération Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs sujets. Nous allons parler de biodiversité, nous allons parler d'agroécologie et nous allons parler également d'économie régénérative avec un invité qui connaît tous ces sujets. Vous allez voir, il a un parcours exceptionnel. Il est tout récemment le nouveau directeur du Parc national de Guadeloupe. Il a été président de l'INRAE Guadeloupe. Monsieur Harry Osier-Lafontaine, qui nous a fait l'honneur et le plaisir de nous rejoindre pour cet entretien. Vous allez voir, c'est un épisode très riche et dense, et vous allez sans doute découvrir un sujet que peu de gens connaissent, l'économie régénérative, et vous comprendrez aussi peut-être le lien et pourquoi on a choisi ce nom Régénération Caraïbes. Je vous souhaite un super bon épisode à tous, et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous, je suis Harry Osier-Lafontaine. Je suis directeur du Parc national de la Guadeloupe depuis 2 semaines. Avant ça, j'étais donc à INRAE où j'ai fait une belle carrière, voilà, dans le domaine de l'agriculture, surtout l'agroécologie et l'innovation. Bonjour Harry, Bonjour Bertrand. bienvenue dans l'émission. Très content de te recevoir. Ça fait un bout de temps qu'on avait ça en tête. Eh oui. Et voilà, tu as des nouvelles fonctions toutes récentes Oui, au Parc national. tout à fait. Et donc, ça va être l'occasion de parler de toute ton expérience que tu as pu avoir aussi bien à l'INRAE que maintenant au Parc, et puis voilà, tout ton parcours. On va parler de biodiversité, on va parler d'économie régénérative aussi. Tout- Et je vais commencer par une question directe liée au parc. Oui. Si tu devais raconter en une minute ou une phrase, quelques phrases, qu'est-ce qui, selon toi, fait la magie du parc national de Guadeloupe? Oui, bonne question. Mmh. Déjà, merci de m'accueillir, hein. Donc, ce qui fait la magie du parc, c'est vraiment d'être sur un site exceptionnel, hein, celui de la Guadeloupe. Donc avec, des sites emblématiques, hein, que sont, ce que l'on connaît, le massif de la Soufrière, les chutes du Carbet, pour la cascade aux écrevisses, pour le volet terrestre et puis bon, toute la partie marine, avec, les îlets, les récifs et on a la plus grande barrière corallienne des Petites Antilles, le réseau de mangroves le plus développé des Petites Antilles. En fait, voilà, donc toutes ces choses-là réunies, ça fait de la Guadeloupe, donc une île, tout à fait particulière et donc c'est ce qui m'a séduit d'abord, c'est vraiment de pouvoir travailler pour, conserver, perpétuer cette biodiversité et ses fonctionnalités et puis donc embrasser les missions du parc qui sont vraiment, très belles et très vertueuses. Excellent. C'est vrai que souvent, quand on pense au parc national de Guadeloupe, on pense souvent au massif de la Soufrière et à l'aspect basse-terre, mais il couvre aussi tout l'aspect marin, des îlets, du grand cul-de-sac marin et puis au-delà. Oui, oui. Ouais. Le parc, c'est à la fois, bon, un collectif, hein, donc on a un siège, on a plusieurs, antennes, on va dire, mais c'est, aussi, et presque avant tout, un territoire puisque bon, on couvre près de 18 000 hectares de cœur terrestre, hein, avec les massifs forestiers, les forêts naturelles, les rivières et tout le reste, les cours d'eau. Heu, 3 200 hectares, de cœur terrestre, de cœur marin, donc on a le Mmh. cœur terrestre, on a le cœur marin et puis donc 130 000 hectares de ce qu'on appelle zone, marine adjacente. Donc ça va de nord de la Grande Terre, donc Anse-Bertrand, on va jusque, à Bouillante, au niveau des îlets Pigeons. Alors il y a derrière ça 21 communes qui sont donc, limitrophes, donc qui, partagent leurs frontières avec, l'Equeur et donc qui sont en solidarité écologique avec le parc et 20 communes qui sont signataires de notre charte. On y viendra tout à l'heure. Génial, super. Quel est pour toi, si tu devais en choisir un, l'enjeu numéro un que tu aimerais porter au parc national aujourd'hui? Quel est l'enjeu en fait auquel tu aimerais t'attaquer en priorité? Alors, je vais y répondre en voilà, mais voilà, en amenant un petit peu les choses. Mmh. C'est-à-dire que, pour le parc, en fait, on est face à 2 enjeux majeurs. Celui d'arriver à anticiper et préserver donc cette biodiversité magnifique qu'est la nôtre face aux à-coups attendus des changements globaux et incidemment du changement climatique. Le deuxième enjeu, c'est de voir comment, gérer ces espaces-là en conciliant donc, protection de la biodiversité et puis activités, socio-économiques, ça peut être le Mmh. tourisme et tout le reste.
Donc, c'est vraiment les deux enjeux qui nous touchent directement au niveau du parc. Celui qui me plairait d'aborder, c'est celui qui va être, comment on va dire, développé à travers la charte de territoire. D'accord. Je vais m'expliquer là-dessus. C'est-à-dire que dans la charte de territoire est actuellement en évaluation. Donc, il y a une grosse enquête qui est menée par un bureau, hein, donc qui vise à sonder un petit peu les attentes de la population, mais aussi des visiteurs vis-à-vis du parc, Mhm. en gros. Et donc, à l'issue de ça, si la charte est validée, on va repartir pour une période d'au moins 12 ans. D'accord. Et donc, sur cette période-là, ce que j'aimerais, c'est véritablement, avec l'orchestration qu'on peut produire avec ces 21 communes qui sont adhérentes, hein, à la charte, eh bien, développer les principes de l'économie régénérative. C'est vraiment le challenge qui me tient à cœur. Waouh, Ouais. super intéressant. Du coup, ça, tu vas nous en parler un peu plus en détail après, hein, parce que tu as participé activement à la production d'un guide sur l'économie régénérative. Et du coup, c'est vrai que l'idée de l'appliquer, maintenant concrètement au parc, c'est intéressant. Et c'est vrai, d'accord, OK, je comprends très bien. Donc c'est pas un seul enjeu, c'est les 2 enjeux, c'est Oui. le tourisme et en même temps la préservation et comment tu maries ça, Et les autres activités économiques aussi, hein, qui dépendent du parc, il y en a beaucoup, hein. Donc, on y viendra tout à l'heure à travers peut-être la marque Esprit Parc et oui, les activités qui se développent autour de ce label, quoi. exactement. Avant ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit zoom sur ton parcours. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour devenir, directeur du parc, national de Guadeloupe, d'avoir été chercheur, à l'INRA, et directeur. Heu, Est-ce que tu peux nous faire un petit, débrief de ton parcours depuis, ton enfance en Guadeloupe? Mmh. Voilà, ben oui, je peux en donner quelques éléments. Bon, je ne vais pas remonter à à la section enfantine, on va dire. Non, tu es On pas on obligé. disons que en fait, après le service militaire, parce que c'est quelque chose qui m'a rattrapé, j'avais pas envie de faire le service militaire au départ et D'accord. voilà, ça m'a rattrapé. En fait, c'était une leçon de vie pour moi parce que vivre pendant 1 an avec, des gens qui venaient d'un peu partout, des sensibilités différentes, c'était Mmh. quelque chose de très beau. Et à la suite de ça, j'ai enchaîné parce que j'avais commencé en médecine à Clermont-Ferrand en première année et cetera. Bon, ça me plaisait pas trop. J'avais fait une première année de DUG, juste comme ça. Et puis quand je suis arrivé en Guadeloupe, il y a eu un vrai déclic. Après ce service militaire, j'ai rencontré des enseignants, comme le professeur Portécop, madame Sonia Bourgeois et d'autres, hein, monsieur Méraud en chimie organique et tout. Mais c'est des gens qui, voilà, ils faisaient parler, voilà, des processus, des choses, mais que je ressentais pleinement quand on parlait de la mangrove, par exemple, et Mmh. cetera. Alors que j'avais été un petit peu extrait de tout ça pendant un moment. Alors ça s'est très bien passé cette deuxième année-là, puisque j'étais sorti major de promo. Mmh. À l'issue de quoi, bon, j'ai passé des concours et j'avais eu entre autres 2 concours, un concours à l'ENSA de Toulouse, je me souviens, voilà, et puis, le DAC. C'était donc, la première promotion. Ils lançaient donc ils étaient 3 au départ. Vincent de Rénal, donc qui était responsable de la coopération Caraïbes, Antoine Bory qui était un enseignant-chercheur à l'université des Antilles et puis un géographe, dont j'oublie le nom malheureusement qui était en Martinique. Ils avaient lancé le développement agricole Caraïbes qui est une maîtrise qui est devenue un magistère, hein, voilà, pour former des cadres de développement agricole. C'est-à-dire qu'ils voyaient qu'il y avait la recherche d'un côté, les agriculteurs de l'autre et pas de lien entre les 2. Mmh. Donc c'était ça, mais caribéen. Caraïbes, C'est-à-dire OK. que en gros, pendant 2 ans, j'étais, mes camarades de cours, c'était des gens qui venaient de toute la Caraïbe. Alors à l'issue de ça, donc ça s'est très bien passé. Mes enseignants, enfin mes professeurs m'ont demandé de partir faire une spécialisation parce qu'ils voulaient, voilà, que j'aille jusqu'au bout. Et donc ils m'avaient conseillé d'aller à l'INAPG qui est devenu AgroParisTech faire Mmh. la spécialisation en agronomie, générale. Et en fait, déjà à ce moment-là, j'étais un petit peu rebelle, voilà, j'avais porté mon intérêt sur quelque chose qui se mettait en place cette année-là justement, enfin. C'était donc, une passerelle entre AgroParisTech et Orsay, Paris 11, Mmh. entre l'écologie et l'agronomie. Donc ça s'appelle OK. DEA, d'écologie générale, mais on avait nos cours entre Ah d'accord, AgroParisTech et OK, voilà. Et intéressant. donc j'avais choisi de faire ça. Ils OK. n'ont pas tellement adhéré au départ, mais je n'ai jamais regretté d'avoir fait ça. Donc c'est la sensibilité pour l'écologie, elle vient aussi beaucoup de ce moment-là. D'accord. Alors ça s'était très bien passé là aussi, j'étais sorti en tête de mon truc
Et puis donc, il m'avait proposé une bourse pour faire une thèse dans le bassin parisien avec, quelqu'un qui était un grand ponte, d'AgroParisTech, monsieur Jean Graffin, qui était un de mes mentors. Mais je voulais absolument faire une thèse en milieu tropical. OK. Donc, comme je n'avais pas de sujet, j'ai laissé ma bourse et je suis rentré en Martinique et j'ai été ingénieur agronome pendant 2 ans et demi au centre technique de la canne et du sucre, voilà, en Martinique, et j'ai adoré ce job parce que OK. c'était vraiment très on a mené déjà une approche qui était très ambitieuse. On Ouais. a mené un diagnostic, à des causes de variation du rendement de la canne, surtout à l'échelle de la Ça, Martinique. c'est intéressant. Donc avec une Mmh. belle équipe, il y avait 2 VAT, avec moi et tout, et franchement c'était voilà. Et puis bon, le destin m'a rattrapé. Mes profs, Antoine Maury et Vincent de Rénal m'ont dit: «On t'a trouvé un sujet de thèse en Guadeloupe, tu viens en Guadeloupe». Voilà, donc j'ai démissionné, ce que mon directeur a bien compris. Je suis arrivé en Guadeloupe, j'ai fait cette thèse, donc j'étais attaché d'enseignement, je ne sais plus, attaché de recherche, hein, donc à l'université, mais positionné à l'INRA pour faire une thèse, et je vais vite, hein, Non, sur c'est très bien. Ouais. sur, les transferts d'eau dans le continuum sol-plante-atmosphère. Donc les thèses sont souvent très académiques, mais Ouais. c'était pour répondre à des questions de développement de périmètres irrigués et d'économie de l'eau dans les zones à saison sèche marquées. Donc c'était le sol, c'était les vertisols de grande terre, donc des sols qui ont des mouvements, qui se rétractent et qui gonflent en fonction de leur teneur en eau, Ouais. et qui sont très difficiles à conduire, notamment à irriguer. Mmh. Et donc, on a mis au point une sonde qui permettait de mesurer les mouvements du sol et d'interpréter donc, les besoins d'irrigation, et puis de stopper l'irrigation quand il le fallait, surtout parce que ça avait des effets très, très néfastes en termes d'anoxie et tout le reste. D'accord. Ah, donc à l'issue de ça, j'ai passé les concours INRAE et je suis entré à l'INRA comme chercheur. Alors j'ai continué à travailler sur l'eau pendant une décennie, mais tout en montant mon propre programme de recherche. Alors dans mon enfance, j'ai passé une bonne partie de mon enfance en milieu rural en fait. Et OK. les copains de jeu, c'était des enfants d'agriculteurs. Et ce qui m'a toujours marqué, c'est d'aller dans les jardins avec eux et de Mmh. regarder la diversité qu'il y avait dans les petites parcelles, du Mmh. manioc, de l'igname, des dachines, etc., des haricots. Ça m'avait toujours fasciné, et ça, c'était resté un peu, voilà, quelque part. Et donc mon programme de recherche, je l'ai développé sur, le fonctionnement des on appelle ça des systèmes, multi-espèces, des systèmes complexes, parce qu'ils développent des interrelations très, très complexes, et l'idée, c'était d'arriver à décoder un petit peu, heu, les, modalités qui font qu'elles entrent en complémentarité, les plantes, pour les ressources, plutôt que d'entrer en Oui. compétition. OK. Et moi, je me suis intéressé à une interface qui était, on appelait ça la dark side, la face cachée, c'était donc l'interface souterraine, donc les racines, le Mmh. sol, très difficile à explorer puisque si on va accéder aux racines, il faut creuser, et cetera. Les Donc j'ai champignons. oui, tout ça, les Ouais. mycorhizes et tout Ouais. ça. Donc il y a eu des choses vraiment très, très, très intéressantes là, pendant une décennie, donc j'ai travaillé là-dessus. Ensuite en 2000, j'ai pris la direction d'une unité de recherche qui s'appelait agropédoclimatique. C'était la fusion de 3 unités: agronomie, sciences du sol et bioclimatologie. Ma thèse avait été une thèse agropédoclimatique, donc c'était un peu naturel. Et donc, on a donc, oui, développé des recherches sur les cultures associées, vraiment à tous les niveaux, à la fois sur les, comme on dit, hein, les facteurs abiotiques et les facteurs biotiques, hein, d'accord? Et notre laboratoire est devenu un laboratoire de référence sur ces questions au niveau international. Donc, aujourd'hui, quand on parle de plantes de service, le mot plante de service, c'est chez nous que ça a été créé. C'est moi qui l'ai OK. créé, voilà, OK. voilà. On parlait avant de plantes de couverture. On a introduit la notion de plante de service parce qu'on s'est dit: «Mais on va travailler sur des plantes qui, en association, peuvent apporter un certain nombre de services. Pas seulement couvrir, mais apporter de l'azote dans le Mmh. sol, avoir des effets répulsifs, à la fois au niveau aérien ou souterrain sur certains bioagresseurs et tout». Donc D'accord. ça a été une deuxième étape très complète. Ouais. À l'issue de ça, donc, en 2010, j'ai été chargé de mission par les 2 institutions INRAE et CIRAD, et bien, avec, ma binôme qui était Magali Janoyer, donc, qui est devenue la directrice, régionale du CIRAD, pour mettre en place un pôle d'excellence en agroécologie aux Antilles. Donc Mmh. c'était une période aussi très, très intéressante parce que l'enjeu, c'était de rapprocher la Martinique et la Guadeloupe qui travaillaient à peu près sur les mêmes sujets, mais qui se faisaient un petit peu la guerre. Et D'accord. puis d'intégrer dans tout ça, à la fois le secteur universitaire, mais aussi d'autres acteurs pour, les parties plus opérationnelles et appliquées, c'est-à-dire les agriculteurs ou les interfaces comme les instituts techniques et tout le reste. Donc on a produit pas mal de choses à ce moment-là, comme des écoles chercheurs internationales, des écoles, techniques, aussi pour les techniciens. On a sorti un bouquin, édité un bouquin qui s'appelait «Agroecology and Global Change», qui était dans le top 50, hein, des ouvrages les plus téléchargés chez Springer, qui est quand même une grosse revue, hein, voilà. Mmh.
Et puis en 2013, hein, il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. On m'a confié donc la présidence du Centre INRAE Antilles-Guyane et la délégation régionale. Alors là, c'était encore une autre aventure, puisque bon, on passait d'un effectif qui était de 30 agents quand j'étais directeur d'unité, un effectif qui passait à 170 pour les agents recrutés, enfin, comment on les appelle encore? Permanent. Permanents, merci. Et puis 250, hein, en comptant tous ceux qui venaient soit en stage, en thèse, mais Ah en ouais, en OK, CDD et tout le reste. Et là, c'était il a fallu prendre du recul sur la manière d'appréhender l'écosystème dans lequel on travaillait. Et ce qui m'a passionné, c'est 2 choses. C'est vraiment, concrétiser le continuum recherche, formation, innovation. Vraiment, donc comprendre l'écosystème dans lequel on navigue et puis mettre en place donc les bons rouages, les bons dispositifs, les instruments qu'il fallait, bien sûr, en intégrant ce que fournissaient aussi les collègues, hein, les autres institutions, comme par exemple le RITA, hein, qui était porté par le CIRAD à l'époque, et cetera, pour faire de l'innovation. Et le deuxième rouage, c'était la coopération régionale. Parce qu'on a toujours une très longue tradition de coopération régionale avec plein de pays, mais c'était fait un peu, bon, chacun pour soi dans son coin, selon sa thématique. Et donc, avec un des responsables, hein, de la direction des relations internationales, monsieur Robert Habib, à l'époque, on a conçu vraiment une stratégie voilà, d'approche de la coopération pour INRAE. Donc, c'était un document stratégique et ça a débouché sur, en 2016, lorsqu'on a accueilli la Caribbean Food Crop Society, qui est la société savante, mais que je préside actuellement, qui se réunit chaque année dans une de la Caraïbe. Et bon, on était sous les thèmes de l'agroécologie, de la bioéconomie, de la valorisation de nos ressources. Et on a organisé un forum des décideurs scientifiques, des décideurs politiques. C'était la première fois que ça se faisait. Et donc, on les a réunis autour de la vision entre l'agroécologie et la bioéconomie. Et il y a eu, comme on dit, un alignement des planètes Mmh. pour dire, bon, eh ben, en gros, si on veut moderniser les secteurs agricoles et alimentaires de la Caraïbe, il faut le faire sur 2 volets, c'est-à-dire sur celui de comment on va dire? Le concept de bioéconomie et il dit Mmh. bien sûr embarque celui d'agroécologie, en ciblant donc ce qu'on appelle l'agriculture, de petite échelle, Ouais, qui est une agriculture par essence biodiverse et on a besoin de la biodiversité pour ouais. résister au changement climatique, pour diversifier les risques, pour faire de l'agroécologie, on a besoin de diversité, pour plein de choses et pour fixer le milieu rural, eh beh, voilà, pour qu'il y ait pas d'exode, on a besoin de tout ça. Donc ça a été ça vraiment le vecteur et puis donc à l'issue de ces années de présidence, en 2021, j'ai intégré la DRI comme chargé de mission à l'international avec comme portefeuille la Grande Caraïbe, voilà, ADRI qui est la direction des relations internationales, INRAE et l'UMARI qui est l'unité mixte d'appui INRAE-CIRAD Relations internationales. Et donc là, bon, bien sûr, j'ai beaucoup appris, hein, parce que, ils développent une stratégie à l'international, qui vise à développer des instruments qui permettent de faire, de la coopération, hein, soit par exemple des laboratoires internationaux associés, soit des mobilités de jeunes ou de chercheurs plus seniors, on va dire, soit des réseaux de recherche internationaux. Donc ça m'a beaucoup enseigné sur la manière d'équiper la Caraïbe pour faire de la coopération dans le domaine de l'agriculture et à ce titre, j'ai porté donc coordonné le projet Cambionet qui est un projet donc qui réunissait 10 pays de la Caraïbe, 18 institutions, organisations, pour un budget de 6 millions d'euros, donc délivré par le programme Interreg 5 Caraïbes. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire parce que c'était comme un aboutissement. Donc, ce projet s'est terminé en 2023. J'ai travaillé 1 an à la clôture et surtout à la clôture financière de ce projet, ce qui était une prise de tête énorme mmh. parce que c'est très, très lourd, c'est vraiment très, très, très lourd. Et puis donc il y a ce poste, voilà, qui est passé, qui est apparu pour la direction du parc national, donc qui se libérait et là ça fait tilt. Je me suis dit: «Ah je veux de ce poste» et j'y suis allé et puis, mais il y a eu, comme qui dirait, un alignement des planètes parce qu'il y a eu quand même 14 candidats. OK. Ouais, 3 qui ont été 6 qui ont été présélectionnés, 3 qui ont été retenus et donc voilà, la Guadeloupe s'est mise en 4 pour que je sois retenu. Donc, je remercie le président du parc, le conseil d'administration, mais aussi le ministère, hein, donc voilà, qui a Participer. participé à ce choix. Voilà et je me Félicitations. retrouve au parc national Ouais, pour 3 ans. franchement, très bon résumé parce que tu as un parcours assez impressionnant. En peu de minutes, tu as réussi à le synthétiser. Je me posais la question sur, la en fait, finalement, la première
1er pied à l'étrier que tu as eu sur, la, la coopération intercaribéenne dans l'agriculture? C'était via le DAC? C'était vers le DAC, oui. Ça existe toujours? Non, c'est-à-dire que ça a perduré. Il y a eu le magistère DAC qui a dû s'arrêter, je pense, à la fin des années 90. Ensuite, ils se sont, heu, comment, reconstruits Ouais, autour de ce qu'ils appelaient, une maîtrise des sciences et techniques. Après, ils ont fondé un DESS qui a duré très peu de temps ouais, et puis ça s'est arrêté. Alors, les anciens du DAC, moi, comme j'étais un peu aux manettes, j'avais la direction de l'unité agro-pédoclimatique à l'époque et je travaillais beaucoup avec l'université. On avait accueilli notamment Gladys Loranger, hein, donc qui est professeure à l'université des Antilles-Guyane. Elle est restée pas mal de temps chez nous Mmh. et donc il y avait le master écotrope Oui, et qui couvrait 2 parcours, donc un parcours forêt et un parcours, marin, on va ouais, dire. Et nous, avec Gladys, on a introduit un nouveau parcours qui s'appelait ingénierie des agrosystèmes. Donc c'était pas le DAC d'accord. pour le volet internationalisation, coopération Caraïbes, mais quand même, c'était un parcours qui était vraiment en lien avec, les problématiques agricoles. Voilà. Et ce parcours existe toujours? Ah, il a duré plus de 15 ans, hein, voilà. Et Mais donc aujourd'hui, si un jeune qui nous écoute se dit: «Waouh, moi j'aimerais trop faire une carrière aussi comme ça, mais sur le volet scientifique oui, pour comprendre, les systèmes, agronomiques et voilà, agroécologiques». oui. Quelle porte il devrait frapper, Beh, je pense que l'université ouvre des portes, notamment, eh ben, avec Gladys Loranger, une de nos anciennes thésardes qui est Ouais, revenue d'ailleurs, qui s'appelle Isabelle Boulogne. Elles ont proposé donc un parcours, un master, enfin un d'accord. parcours, je ne sais pas si c'est un parcours ou un master, mais qui va véritablement faire le pont entre justement les approches, incontournables en matière de biodiversité, mais aussi tout ce qui touche à l'agriculture, notamment la souveraineté alimentaire. D'accord. Donc il y a des OK, voilà, de nouvelles portes qui s'ouvrent. super. C'est vrai que et puis, le master Ecotrop, a une très, très bonne réputation, au niveau national même. Il y a Oui. beaucoup de jeunes qui viennent ici spécialement pour se former. Ben, on a eu pas mal de stagiaires, hein, qui provenaient de ce master et puis dont un certain nombre a continué en Un INRA? thèse. Ouais, 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 chez nous à INRAE, mais bien sûr, il y en a eu dans d'autres, labos, d'autres départements, qu'il s'agisse du CIRAD ou de l'université ou d'autres. Oui. super. Très bien. Si on revient maintenant au parc national, et des initiatives du parc, hem, quelles sont-elles? Puis quels sont les ou peut-être les grands types d'actions que vous menez, les actions phares? Oui. Oui, disons que le parc se projette, à travers plusieurs, comment on va dire ça? Missions, oui. Ouais, Donc tout d'abord, protéger. La première mission, c'est ça. Donc, en gros, comment protéger les sites emblématiques, voilà, la biodiversité qui est la nôtre et mettre, tout en place, pour le faire. Alors, avant de protéger, il y a connaître, on va dire, connaître. Donc il y a vraiment ce qu'on appelle une politique scientifique, hein, qui est développée au parc, hein, et donc il y a des tas d'actions qui sont menées, hein, donc, au sein de projets ou autres, hein, et qui touchent à, eh beh, à la connaissance, hein, à l'écologie de ces systèmes, au fonctionnement. Comment, eh ben, les à-coups du changement climatique peuvent amener à faire évoluer les choses. La pression anthropique aussi. On suit par exemple les évolutions de poissons, hein, des évolutions des herbiers, vous avez des campagnes des comme bonnes ça pratiques. de mesures et Tout à d'accord, fait. ouais, Et ça, c'est très précieux puisque bon, eh beh, cette connaissance-là, eh beh, elle est appropriée, enfin, on se l'approprie, elle est analysée et mmh, puis on l'utilise bien sûr pour, ben, en faire des outils, d'aide à la décision, pour faire de l'information, pour faire de la d'accord, formation aussi, et cetera. La deuxième mission, c'est effectivement protéger, donc en gros, on a une police scientifique, mais une police scientifique, je trouve qui est je ne l'appréhendais pas comme ça vu de l'extérieur, d'accord, que je découvre et qui est très vertueuse. Parce qu'ils ne sont pas là pour sanctionner systématiquement, ils sont là d'abord pour sensibiliser. Ils font de la pédagogie, ils vont sur les plages, au Moron Park et tout le reste pour voir le déploiement qui va se produire là pour ouais, couvrir les sites qui seront vraiment envahis, par nos, vacanciers, on va dire, qui aiment bien profiter, eh bien, que ce soit de la mer, de la rivière, des plages, hein, pour ouais, les fêtes pascales, on va dire, la période de Pâques. Et donc ils font vraiment, ils passent, ils informent. Voilà comment on doit faire, les déchets, voilà comment on les traite, ne pas jeter, les feux et cetera. En fait, toutes les précautions, comment gérer une aire de pique-nique et cetera. Donc il y a vraiment une information et ça, je découvre ça et je trouve ça très précieux parce que c'est pas une police, voilà, qui sanctionne, mais qui systématiquement, c'est une police qui sensibilise. ouais. Oui. Il y a beaucoup d'agents comme ça qui circulent, ils sont combien à peu Oui, il y a au moins alors j'ai pas encore fait le compte, mais chiffre exact? ils sont au moins une vingtaine, moi je pense entre, le milieu, le pôle terrestre et le pôle marin, oui, Pour le mari, ouais, d'accord. voilà.
Alors donc il y a connaître, il y a protéger, Ouais. il y a sensibiliser Mmh. et là donc il y a, des actions vraiment alors là je découvre aussi, hein, à travers les aires éducatives qui touchent plus particulièrement les classes et les jeunes. Donc Ouais. très tôt, on apprend à nos jeunes à adopter les bons gestes, les bonnes pratiques vis-à-vis de l'environnement et ça, je trouve que c'est précieux. Il y a eu vendredi dernier, la nuit de la biodiversité Mmh. et donc il y a eu bien sûr des retours d'expérience et des témoignages de ce qui se fait sur les aires éducatives et moi j'ai été vraiment scotché par la nature, la diversité de ce qui se fait. Ça peut être sur les milieux marins, les milieux terrestres, la mangrove et cetera. Ouais. Ça touche à l'agriculture et cetera et c'est magnifique ce qu'ils font et comment les professeurs et les classes s'impliquent et jouent le jeu. À côté de ça aussi, alors ça c'est un autre niveau, mais j'y viendrai tout à l'heure. Donc il y a vraiment cette sensibilisation qui se fait, mais par d'autres actions aussi, mais j'ai pris l'exemple des aires éducatives. Il y a tout ce qui est accompagnement maintenant et là, on en vient à la charte, du Sûr. territoire, Ouais. voilà, avec, bien sûr les communes qui sont en solidarité, écologique comme on dit et là donc, il y a un outil par exemple que j'ai découvert, j'étais à Trois-Rivières samedi soir, ils procédaient au lancement de, ce qu'ils appellent l'atlas de la biodiversité communale. Oui. Le Donc parc est à l'origine de ça? alors le Mmh. parc a porté plusieurs, opérations d'atlas, mais là en l'occurrence, c'est l'OFB qui était D'accord. en pole position, mais l'Arbic peut aussi, beh, porter ce genre d'acte en associant bien sûr le parc. Donc ça change un petit peu. Mais disons que ça, c'est aussi un des enjeux, c'est-à-dire on est plusieurs acteurs à agir peut-être de manière différente, Ouais. mais très complémentaire. Et l'idée pour moi, c'est comment, ben, justement faire en sorte que ces acteurs-là se retrouvent le plus possible pour couvrir, ben, le territoire de la Mmh. façon la plus, exhaustive, possible et puis donc, voilà, au profit de notre biodiversité et puis de notre résilience, quoi. Et là donc, sur la charte d'adhésion, hein, c'est vraiment cet outil-là, l'ABC comme ils disent, Ouais. la tasse de la biodiversité communale, où on s'approprie, on fait l'inventaire de la biodiversité et cet inventaire est fait en partie en mode participatif. Donc Ouais. les citoyens sont associés à ça, donc ils découvrent, ils apportent, ils enrichissent et donc, on en tire de ça des enseignements très précieux en termes d'aide à la décision. Si on veut faire de l'urbanisme, si on veut construire, je sais pas, je sais pas, faire du génie civil, par exemple, Ouais, bien sûr. c'est avec quelles précautions désormais pour ne pas interrompre, les flux écologiques, en fait, tout ce qu'il faut Bien sûr. respecter. Et là, on est dans l'économie régénérative avec ça, Ouais. là. Voilà. Donc ça permet de faire des bonnes cartographies de ce qui existe, qui est Absolument, présent sur le territoire, absolument. en plus des inventaires, voilà Ouais. et donc influencer les PLU, C'est par la suite complètement et ça, c'est complètement ça. C'est là que ça intervient, quoi et donc petit à petit, donc les élus s'approprient aussi cette vision, de l'environnement, cette vision de l'écologie et de la régénération et mmh. petit à petit, eh bien, on arrive à développer, bon, ce qui se fait, par exemple, en génie végétal avec le projet Protégé. Oui. Qui a développé donc des process de génie végétal pour consolider les rives de cours d'eau et les rendre moins fragiles, aux crues et tout le reste. Ça, c'était une initiative portée par le parc, Par le parc avec, avec, les partenaires. INRAE, l'université et le Ouais, conservatoire, oui ouais et ça, c'est et quelque ch l'ADEAL pardon et puis oui, l'office de l'eau, il y en avait d'autres, hein, oui, c'est ça. oui, oui, ouais. Mais en fait, vous êtes forcément en lien, ça j'étais en train de réaliser ça, avec toutes les grosses, aussi institutions de style OFB, Arbig, ONF. Tout à fait. Quel est votre lien, par exemple, avec l'ONF? Parce que l'ONF entretient en partie, certaines zones du parc? C'est-à-dire non, nous on est vraiment sur les cœurs, l'ONF est plus en périphérie, sur Oui, les d'accord. forêts, de toutes les aires qui sont Elles sont pas su L'ONF est pas sur le parc? non, non, non OK. et c'est ça qui est intéressant, alors je n'ai pas encore rencontré la directrice de l'ONF, c'est prévu justement. J'ai rencontré pour l'instant le directeur du, conservatoire du littoral. Oui. C'est ce qu'il dit donc nous, on est propriétaires pratiquement, enfin on n'est pas propriétaires, mais on a les cœurs de parc, sous surveillance, sous responsabilité du parc, on va dire. On a un territoire qu'on Oui. gère. Eux, ils sont, propriétaires, plus propriétaires des bandes littorales, on va dire, Oui. donc et moins gestionnaires. Donc comment justement sur des milieux, par exemple, qui sont fragilisés, je pense à par exemple à Nogent, Sainte-Rose, eh Mmh. bien le parc à travers les périmètres qu'il détient, les modalités d'action qu'il peut, propulser, peut se lier au conservatoire du littoral pour produire une D'accord. action qui soit beaucoup plus complète pour, mais préserver une zone et la régénérer, par exemple. Donc Et c'est là que les alliances deviennent d'accord. importantes, stratégiques, quoi. Ouais, Ouais. donc typiquement, le parc peut être gestionnaire d'un terrain qui n'est pas forcément le sien, qui appartient au conservatoire. Il peut y Voilà, avoir des c'est liens comme ça, ça. c'est ça. OK et OK.
Super, super intéressant. Et alors du coup, là, on en vient, tu en as déjà parlé d'économie régénérative. Mhm. C'est un sujet, à nous, on s'appelle Régénération Caraïbes, qui qui forcément nous intéresse. Toi, tu as participé, donc j'imagine que tu as été invité en tant qu'expert, à participer à la rédaction d'un guide, AFNOR, Oui, sur l'économie régénérative. tout à fait. Tu peux nous en parler un peu plus? Oui. Alors ça part d'une histoire, hein, qui a au moins 5 ans. C'est-à-dire que j'ai été amené à rencontrer Isabelle Delannoy, qui est, l'auteure d'un ouvrage, et «L'économie symbiotique», hein, qui a fait vraiment, bel écho, hein, Mmh. donc dans les sphères, qui s'intéressent à la protection de l'environnement et tout le reste. Et donc, ça a commencé comme ça. Et dans le cadre du projet Camionnette, je les avais invités pour qu'ils nous coachent sur un séminaire atelier d'une semaine, hein, pour qu'ils nous amènent au principe de l'économie, symbiotique et régénérative. Donc ça s'est déroulé justement en grande partie sur les terrains, de la Soufrière. On était hébergés aussi dans les locaux du parc à ce moment-là pour, travailler sur, à la fois le biomimétisme, la bioinspiration et puis l'économie, symbiotique et régénérative. Et c'était ça un peu le déclic avec Isabelle Delannoy. Et puis donc, bien sûr, c'est quelqu'un qui milite et qui va de l'avant. Et donc elle a pris l'initiative, l'année dernière, hein, d'aller vers un guide normatif. Donc, épaulé par, les experts de l'AFNOR. Donc c'est ça qu'ils appellent les AFNOR Spec pour ce qui nous concerne, l'économie régénérative. Et donc pendant 6 mois, elle a réuni, un panel de personnes, à la fois très représentatives, hein, des différentes sphères, économiques et sociales, on va dire, hein. Donc il y avait bien sûr des chercheurs, des enseignants-chercheurs, mais des directeurs d'assurance, des gens qui venaient de différentes industries, textiles par exemple, qui polluent beaucoup, hein. Mmh. Heu, des comme, comment ils appellent ça encore? Le terme, des activistes aussi, D'accord. des syndicalistes et cetera. Bon, Un peu vraiment on toutes était les une représentation d'un une peu toutes trentaine de les personnes. sphères, d'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Et on a travaillé pendant 6 mois, donc on était coachés bien sûr par des experts de l'AFNOR pour petit à petit, produire un document de référence qui explique, pourquoi on est amené aujourd'hui à être en rupture avec l'économie, que le classique, que l'on connaît, qui est extractiviste, géosourcée, pétrosourcée et autres, hein. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'ils disent en introduction, c'est ce qu'on dit en introduction, hein, on a dépassé 6 des 9 limites planétaires, on est rentré dans la phase exponentielle. On ne peut plus faire marche arrière. Il faut trouver autre chose. Donc, on est sur un changement de paradigme, hein. Bon, bien sûr, c'est comment on appelle ça? Une transition qu'il faut accompagner. Et donc, il est devenu important de mettre en place, les briques qui permettent de comprendre, mais ce que c'est que l'économie régénérative. Donc, c'est une économie qui met en avant le vivant, Ouais. qu'il soit humain, mais aussi non humain. Et voilà, et qui essaie d'équilibrer effectivement les avantages, produits par, ce qu'on appelle la triple régénération. Donc, partager ces avantages avec tous les acteurs. La triple régénération, c'est quoi? Alors, cette triple régénération, elle s'exerce sur trois axes, hein. Donc, l'axe écologique, en gros, on va regarder à travers les activités qui sont conduites dans les synergies qu'on peut mettre en œuvre entre différents secteurs. Ça peut être l'agriculture, la pêche, le transport, l'énergie, le tourisme, etc. Bon, toutes ces choses-là, eh bien, comment on peut, à travers des pratiques, de bonnes pratiques, générer des services écosystémiques. D'accord. Alors, ces services écosystémiques, c'est bien sûr, ceux qui nous parlent lorsqu'on est, touriste et qu'on travaille au parc, mais c'est d'abord la biodiversité qui est visible, hein, à travers les paysages, les paysages magnifiques qui nous sont offerts, les forêts, les cours d'eau, Mmh. les milieux marins, les coraux quand on fait de la plongée, tout le reste. Mais il y a toute cette biodiversité aussi que j'appelle silencieuse, qu'on ne voit pas, c'est les microbes, toute celle qui est activée à travers la photosynthèse et tout le reste, et qui produit des services, écosystémiques qui sont indispensables à notre vie, à notre survie. Et c'est ça donc c'est les services de fourniture alimentaire, textile, matériaux biosourcés, la biomasse pour de l'énergie et cetera. C'est tout ce qui est, protection des grands cycles biogéochimiques, le phosphore, le carbone, l'azote et cetera. Bon voilà, l'eau. Mmh. D'accord. Tout ce qui est régulation, donc on parle de régulation climatique, mais quand on fixe le carbone et tout le reste, enfin, on atténue les gaz à effet de serre. Et puis donc la pollinisation, par exemple, hein, donc des fleurs pour produire des fruits, voilà, et cetera. Donc c'est ça. Donc
restaurer des services écosystémiques en quantité, mais chaque fois qu'on peut à travers les rouages qu'on met en place. D'accord. Le deuxième, le deuxième axe, c'est donc l'axe social. C'est-à-dire qu'en gros, on va s'intéresser. Alors, un exemple que je peux prendre, c'est dans le travail, l'entreprise. Comment générer du bien-être et de l'épanouissement au travail Mmh. par des modes de gouvernance plus adaptés, non descendants, non voilà, autoritaires. En gros, comment déléguer élégamment, faire des gens entrer en responsabilité, parler, se parler, etc. Venir au travail et être enthousiaste, ça veut dire Mmh. pas venir à reculons et tout le reste. Donc ça, je prends cet exemple-là, mais ça touche bien d'autres sphères, du social. Mmh. Et le troisième axe, c'est vraiment l'économique. Parce que derrière cette économie-là, il est question de créer de la valeur. On peut créer beaucoup de valeur. Mais l'idée, c'est justement de ne pas la comment on va dire? L'extraire Oui, pour des petits noyaux, mais plutôt la répartir de manière plus égalitaire, plus d'accord. équitable. C'est un peu ça. Travailler des chaînes de valeur qui soient plus vertueuses. Et donc à la fin, finalement, ça revient quasiment aux 3 piliers du développement durable. Donc on a l'aspect plus ou moins environnemental, C'est ça, écosystème, oui. humain et économique. Avec en plus la liaison qu'on opère entre différents secteurs d'activité. On ne travaille pas en silo. Oui, c'est ça, C'est c'est-à-dire ça, que tout est ouais, c'est interconnecté ça, oui. et ouais, ouais, c'est ça, c'est les thématiques, mais après c'est une approche qui est différente et Je prends un exemple juste là-dessus. J'espère pouvoir justement, mobiliser, cette équipe-là parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, voilà, pour le parc, hein, avec les acteurs du ouais, territoire, hein, qui soient ce soit les décideurs politiques, les chefs d'entreprise, les gestionnaires de l'environnement, pour produire une acculturation à l'économie régénérative et c'est mmh, ça. Donc on a réalisé, par exemple, sur le territoire et à travers ta mission, en tant que président de Synergie, tu en es bien conscient. On a produit des diagnostics, mais par exemple sur l'énergie, sur les déchets, sur l'eau, mais sur l'environnement, la nature, les forêts, l'agriculture, l'alimentation, Diagalim et cetera. Mais chaque fois, c'est des diagnostics en silo. La mobilité, le transport. exact, c'est vrai. Eh beh, ce qu'on va faire dans un premier temps avec les communes qui sont réunies autour du parc et d'autres si elles veulent participer, c'est travailler à ce qu'on appelle un diagnostic systémique et que les acteurs nous disent eux-mêmes: «Voilà, nous, on travaille déjà ici et c'est bien. Par contre ici, il y a rien et on Mmh. gagnerait à être ensemble». Donc comment mettre en place Ça c'est les bons rouages pour que les gens arrivent à travailler? Oui, c'est pas évident parce que c'est même des réflexes et des façons qu'on a eu dans nos enseignements, oui, de travailler en catégorisant les tout à choses, fait, en tout à fait. découpant, Oui. plutôt qu'en pensant de façon symbiotique, c'est même un autre mode de pensée quelque part. C'est complètement ça. C'est ce que défend Edgar Morin, pas que lui, hein, mais Mmh. c'est un peu ça. C'est-à-dire, il faut aller vers le complexe. La nature est complexe par Ouais. nature et quand on regarde ce qu'elle a produit en innovation, Oui, oui. c'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que la somme d'unités fait pas forcément le même C'est résultat que exactement ouais. ça. Mmh. C'est intéressant et du coup, l'avantage pour ceux qui écoutent là, qui peuvent se dire: «Ouais, mais ça sert à quoi? Pourquoi l'économie régénérative?» c'est qu'à la fin, on a des systèmes qui sont beaucoup plus résilients. Beaucoup plus résilient, beaucoup plus vertueux, on va dire. En gros, on parlait d'assainissement tout à l'heure. Bon, en gros, c'est mettre je sais pas pour ceux qui ont assisté au dernier TEDx, il y a eu, une présentation sur, de Bamboo for Life. Donc il montre comment on peut développer des systèmes d'assainissement avec le génie végétal, hein, d'accord? Mmh. Mais en créant toute une chaîne de valeur. L'assainissement, oui, de l'eau pure qui sort en bout, mais du bambou qui va être transformé en matériaux, en charbon actif, le diamant noir comme on dit, enfin, voilà. C'est ça qu'il y a derrière, quoi. Donc on crée il y a pas de déchets, il y a de la ressource qu'on Mmh. transforme et en créant de la valeur à chaque étape. Ouais, C'est vraiment ça. ouais, Oui. ouais, c'est et puis c'est vrai que c'est un mode de pensée, qu'il faut adopter, ouais et donc ce guide permet, pour ceux qui sont intéressés il est en ligne, hein, Si, 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 si. déjà, hein, depuis quelque temps? Oui, oui, oui. Il est en ligne, il faut aller sur le site de l'AFNOR. Olaf Oui, on peut le récupérer. et Oui, donc ce guide-là, il a un côté pratique. oui, On peut, celui qui est intéressé à l'appliquer dans oui, son entreprise ou dans ses tout à thématiques fait. de Oui, parce qu'il se décline sous plein d'aspects et puis on parle de gouvernance, hein, ouais. régénérative et cetera. Donc dans une entreprise, il y a des principes effectivement très, très intéressants à prendre et puis à côté de ça, on donne des exemples. À chaque niveau, il y a des exemples, par exemple, de l'industrie textile, il y a des exemples qui sont donnés par Henri Joseph. Il fait Mmh. de l'économie Ouais, régénérative, hein, à Phytobocase et ouais. cetera. Donc on essaie d'illustrer de manière très, très concrète, par des initiatives qui ont déjà été prises par certains d'entre nous et qui illustrent bien donc,
l'application de ces concepts. Et du coup, toi qui as participé à ce guide-là, qui du coup n'est pas juste caribéen, enfin c'est une initiative française, 16, voilà, oui, l'AFNOR, mais avec des exemples du coup locaux. oui. Ça c'est l'avantage, la plus-value que tu nous as permis d'avoir. Euh, Est-ce que tu as l'impression que sur nos territoires, le fait peut-être qu'on est une île, heu, on a cette façon de penser? Par exemple, dans l'agriculture, les jardins créoles, il y avait déjà cette Tout à façon-là de fait, penser. tout à fait. Est-ce qu'on a, peut-être une un coup d'avance ou une façon déjà naturellement, qui nous facilite cette mode de pensée ou pas? Ou Oui, 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 on a une histoire qui est très, très propice à ça et puis il y a beaucoup de germes, hein, donc dans toute la Guadeloupe, on est un milieu insulaire, c'est pas grand, mais il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup plus qu'on ne le croit et puis on devrait s'attacher à les montrer beaucoup plus. Donc ça c'est la première chose et donc ce qu'il faut et c'est ce qu'on a essayé de travailler aussi lorsqu'on a conduit le projet Camionette, c'est qu'il faut pouvoir à la fois se montrer innovant, mais dans les process, voilà, qu'on peut développer sur le terrain, hein, des process opérationnels avec les agriculteurs, les agrotransformateurs. Chaîne de valeur, agriculture, production, transformation, mais aussi distribution. ouais, Mais là aussi, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'au ouais, consommateur. Donc innover sur toute cette chaîne de valeur, mais innover aussi sur la chaîne de valeur décisionnelle. C'est-à-dire que comment infléchir les politiques publiques pour qu'elles puissent mieux comprendre ces choses-là et puis proposer des mesures, des financements qui puissent accompagner donc ces actions-là. Et donc on a embarqué avec nous à plusieurs reprises des décideurs politiques, hein, des élus, hein, de la région, de la chambre d'agriculture. Ils sont venus avec nous à Cuba, tantôt à Grenade, ou en Guyane ou ailleurs, en Martinique. Et on a travaillé, on a produit plusieurs, on appelait ça les Camionette Technical Schools. C'était des écoles camionnettes, on va dire, hein, des ouais, formations. OK. Donc sur l'agroécologie à Cuba, en République dominicaine, sur l'agrotransformation en Guadeloupe et en Martinique et en Guadeloupe sur les politiques publiques. Donc il était vraiment question de ça, de manière à ce que, eux aussi soient amenés à prendre des décisions, qui aillent dans ce sens-là. Et tu sens que ça a eu un impact? Tu sens qu'il y a eu une réceptivité de la part, par exemple, des politiques, sur la façon d'aborder les choses? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qui ont découlé de ça? Alors, ce que je peux dire, c'est que, bon, au-delà du projet Cambionet, moi je travaille avec l'Académie d'agriculture de France, hein, on est un groupe de travail outre-mer, on travaille vraiment sur les politiques publiques. On essaie justement D'accord. de proposer des choses pour la PAC. Donc il y a plusieurs, fronts, on va dire, Oui, OK, ouais. qui viennent converger. Hem pour illustrer les élus de la région, par exemple, l'élu de la région qui est venu avec nous à Cuba, il était très, il avait quelques réserves, on va dire, voilà, circonspect par rapport à tout ça. Il écoutait, voilà. Quand il est venu à Cuba, qu'il a vu par exemple, et c'est ça aussi la richesse de la Caraïbe, Cuba, par rapport à son contexte, hein, donc où ils subissent, des embargos, à répétition, ils ont dû développer, mettre en place des politiques, hein, pour, accompagner, la transition alimentaire, la transition agroécologique puisque Ouais, bon, pas c'est ça, d'intrants et ils n'avaient pas le cetera. choix. Et donc quand il a, écouté, on nous a présenté le programme PIAL, hein, donc il y a un programme qui a duré 20 ans. Mmh. Je ne sais plus ce que ça veut dire, c'est, programme, d'innovation, ou de recherche et d'investigation, heu, sur agro-précario, donc local, enfin D'accord. quelque chose comme ça. Je me souviens pas Ouais, bien de OK. l'intitulé. Mais eh beh, dans ce contexte-là, ils ont été amenés à se surpasser, à se dépasser, à faire des propositions en matière justement de transition agroécologique, transition alimentaire, Ouais, accompagnement, hein, des idées foires à l'innovation et cetera. Il est ressorti de là, mais il a dit: «Bon d'accord, là j'ai compris. Oui, il se passe quelque ouais. chose» et c'est pour ça que il est important, pour moi la Caraïbe est importante. Je reviens sur ce sujet, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Il y a des choses qu'on fait déjà ici. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont déjà engagés sur la transition agroécologique. Mais le fait, et il y en a qui ont fait le déplacement, par exemple l'association APK Caraïbes, Ouais, sont allés à Cuba, en République ouais, dominicaine, à Porto Rico, etc., en Haïti. Voilà. Et réciproquement, d'autres sont venus en Guadeloupe pour aussi s'acculturer. Et c'est ça qui est pour moi décisif, c'est-à-dire que l'hybridation produit de l'effet. ouais. Et quand on fait de l'agroécologie, quand on est sur des transitions difficiles, pour moi, il y a un principe qui est très fort, il faut produire de l'hybridation. C'est ce qu'on appelle la fertilisation croisée, quoi. Et D'accord. ça, Même doit être dépensé finalement. mais oui, Ouais, sur les politiques publiques, oui. c'est la même chose. Quand il y a une transformation, un changement de paradigme, on peut le mener bien sûr à son échelle, hein, il Mmh. faut faire des choses, mais voilà, il faut qu'on se projette sur d'autres situations qui ne sont pas souvent équivalentes à la nôtre, hein, Mmh. mais à
on voit un peu ce qui a pu être produit dans des contextes et ça donne des idées. Et c'est d'autant plus convaincant, quoi. Ouais, Et ça, je crois énormément à la force de l'hybridation ouais. à travers justement ce process de coopération dans notre région, mais pas que. Oui. C'est clair et je suis convaincu que ça a pu, marquer, des gens moi, la sensation que malgré tout, malgré ces belles initiatives et les exemples qu'on peut avoir à l'extérieur, on a quand même toujours un modèle, classique qui est très fort, que ce soit dans les façons de financer, dans les orientations aussi d'investissement. C'est clair. Qui font que c'est difficile de sortir de ça. Comment tu vois ça, Eh beh, l'idée qu'on avait dans Combionnette qu'on n'a pas pu réaliser, ça aurait été alors j'aime pas le mot lobby parce qu'il y a le lobby, par exemple, qui s'appelle, Eurodom, hein, qui Oui. est très, très fort, hein. Bon et franchement, ils ont des gens très bien, mais qui défendent, les grandes cultures. Bon, ils sont à leur place, ils font. Mmh. C'est à nous de produire aussi L'équivalent. l'équivalent, mais sur l'agriculture de diversification. Malgré tout ce qu'on a pu dire, hein, on pourra parler de ce qu'on a fait avec le groupe de travail Outre-mer à l'Académie d'agriculture sur les propositions qu'on a faites pour le POSEI, pour qu'il se décline un petit peu autrement en faveur de la diversification. Il y a des choses quand même qui ont été faites, mais cette année, les, le POSEI tel qu'il a été voté, bon, rien n'a changé, quoi. Tout va Le en grande POSEI, partie. c'est pour, C'est le programme, mon Dieu, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est les fonds qui bénéficient directement à l'agriculture, à l'alimentation, dans l'outre-mer. d'accord, Et donc 80 de ces fonds sont captés par les 2 grandes cultures que sont la canne et la banane. d'accord. Le reste, bon voilà, c'est partagé, et c'est très inégalitaire entre pays. La Guyane, ne perçoit qu'une très faible partie du POSEI, alors que la Martinique et la Guadeloupe, en usent énormément. L'essentiel. Voilà, donc il y a tout ça. Mais ce que je peux dire, c'est que le travail qu'on a mené, sur la petite agriculture, sur les réflexions, parce qu'on a chaque fois en 2015, on avait organisé un atelier, j'étais président de centre, avec la chambre d'agriculture de Guadeloupe, la région Guadeloupe. C'était un atelier interdom. Il y avait Mayotte, la Réunion n'avait pas pu venir, la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe et même Haïti pour la Caraïbe qui était présente. 80 d'agriculteurs qui étaient présents. Et donc, en gros, on a voulu se dire, mais la l'agriculture qui est la plus représentée dans nos régions, c'est l'agriculture de petite échelle. Elle fait 4 hectares, 5 en Guadeloupe. Elle est beaucoup plus petite peut-être en Haïti, c'est 99 en Haïti, 95 en Guyane, mais c'est elle qui est la moins accompagnée. Financièrement, elle est hors des circuits de recherche, de Donc formation, de conseil, quand tu dis, 95, enfin, la majorité, c'est la majorité d'exploitants ou en surface? d'exploitants. En L'exploitant, surface, alors, d'exploitants, oui, c'est ça. l'exploitant, c'est ça, oui. Ouais, Et donc, c'est elle qui est qui est la moins accompagnée. la moins accompagnée, mais c'est elle qui a la biodiversité. La plus Et c'est forte. cette biodiversité qui est centrale pour nous dans les Oui. processus qu'on veut conduire. Donc, on s'était réunis en 2015 autour d'un séminaire atelier sur cette transition-là. Et les agriculteurs ont été amenés eux-mêmes à définir ce qu'ils entendaient par petite agriculture. C'est de là qu'est né le concept d'APEBA, agriculture de petite échelle, bioéconomique et agroécologique, qui a été vraiment Mmh. bien véhiculé en Guadeloupe, beaucoup en Martinique, parce que la Chambre d'agriculture de Martinique a beaucoup relayé ce concept. Il y a même une mesure qui est sortie à la DAF de Mayotte pour accompagner l'APEBA. Donc voilà. Et donc, il y a 2 choses qui se sont produites. C'est qu'en Guadeloupe, il y a eu effectivement un gros travail qui était mené par la région et donc, comment ils appellent ça? Le département croissance verte, hein, voilà, Mmh. pour, proposer un plan stratégique pour la transition agroécologique en Guadeloupe. C'est là qu'ils ont justement, organisé, le concours à Green Startup pour D'accord, recruter oui, d'accord, OK. voilà, Ça les jeunes, innovants en agriculture, en agrotransformation et tout le reste. Et puis donc avec un plan qui se décline sur 3 axes, hein, donc formation, accompagnement, financement et puis pratique, hein, donc quelles pratiques développer, installation et tout le reste. Et ça se fait, ça a été fait en Guadeloupe, donc voilà, le processus est en cours. À Green Startup, c'est un des leviers qui est utilisé. En Martinique, ils ont opéré différemment. Ils se sont dit: «Non, on va modifier le POSEI». Ils sont vraiment allés au front pour dire: «Ça peut plus continuer comme ça». Et donc il y a une prise de tête, ce qui n'est pas encore résolu, mais il y a une fronde et là, D'accord. elle est sérieuse et qu'elle est soutenue par la collectivité territoriale de la Martinique. Et donc ils ont présenté ce qu'ils appellent le plan stratégique pour le développement de l'agriculture, de l'agroécologie et de l'alimentation. Et il y a une des mesures que nous avions proposées à l'Académie d'agriculture de France qui a été reprise, ça s'appelle les contrats pour la transition agroécologique. Donc, il y a des Mmh. petites choses qui commencent à se Petit à matérialiser petit, ouais. dans le paysage. Donc, c'est une Heu, transition, ouais, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'il y a un système dominant. ouais. Il y a des petites pépites là, voilà, voilà, qui apparaissent. Et quand elles apparaissent, eh bien, comment les saisir, comment Ouais. les
on les conforte pour qu'elles puissent Ouais. s'épanouir et puis se stabiliser quoi, un petit peu. Tu penses que concrètement, si on pousse ça à l'extrême, il y aurait vraiment moyen qu'on fonctionne avec, c'est-à-dire inverser la tendance, 80 d'agriculture, et de production qui soit plus de la monoculture, mais qui soit des petites exploitations diversifiées, des APBA comme tu dis? Est-ce qu'économiquement, est-ce qu'on pourrait, imaginer un modèle comme ça? Ah bien sûr, Ouais. et il y a des gens qui travaillent. Je prends l'exemple de l'effet papillon. Ils sont Mmh. en train de développer un concept, hein, bon, sur de toutes petites surfaces, mais qui sont même inférieures à 1 hectare. Et ben, on peut avec, justement, une chaîne de valeur qui est bien pensée entre, agriculture, agrotransformation, mode de distribution, vente directe et cetera, artisanat, dans des tiers-lieux nourriciers, hein. Donc, Mmh. il y a des projets de tiers-lieux nourriciers qui se développent à Gourbert, par exemple, et dans le nord de la Bassée à Sainte-Rose. Bon, Oui. voilà. Beh, on peut, sur 5 000 Autonome. m², contribuer à l'autonomie, enfin, à la souveraineté alimentaire de la Guadeloupe et faire un foyer, vivre Ouais. de son travail, quoi. Donc en fait, si ça peut exister, on avait vu un peu la même chose avec, Steve Salim qui fait, aussi, Tout à fait. et d'autres. C'est vrai que si ça marche sur une Mmh. petite parcelle, Oui. c'est duplicable après. Mais oui, mais oui. Et puis ce qu'on n'imagine pas suffisamment encore, parce qu'on a des, comment on va dire? Des inerties en termes de relations. On ne va pas du tout couper les relations avec l'Hexagone, ni avec, d'autres Mmh. pays comme les États-Unis ou le Canada. C'est pas ça du tout. Et quand je parlais d'agriculture, pour moi, il n'est pas question d'éliminer la canne et la banane. On a besoin de toutes les agricultures sur un territoire, Mmh. mais donner quand même, heu, Oui, une ouais, part. une part plus conséquente à cette agriculture nourricière avec justement tout ce qui peut se développer autour, et derrière ça aussi, eh beh, comment on va dire? Fixer donc, le milieu rural, contribuer Oui, à le maintenir. oui, oui. Voilà. Et Alors, ouais. ce qu'on n'imagine pas, c'est le marché caribéen. La Martinique est rentrée dans le CARICOM, la Guadeloupe Ouais, ne devrait pas tarder, on est déjà membre OK, de l'OACO d'accord. et on peut tr ça se fait déjà dans la Caraïbe. Saint-Kitts, qui n'a pas beaucoup d'agriculture, exporte certaines choses, des épices par exemple que Trinidad ne produit pas, ou Sainte-Lucie, alors qu'ils reçoivent de Sainte-Lucie ou de Trinidad des produits qui ne font plus. Donc on Donc peut imaginer. recréer parce que ça Mais ça existait à une époque. existait, bien sûr, Ouais. ça existait. Donc, ça se fait par bateau, par barge ou bien par avion et cetera. Mais le marché caribéen, on peut trouver effectivement avec des équilibres. Quand il y a des mangues avec le gradient climatique qui est Bah, entre, oui. par exemple, l'Amazonie et Cuba. Ouais, Quand il fait froid à Cuba, enfin, quand il y a des pluies à Cuba, eh bien, il fait sec en Guyane et inversement. Je exactement. je vais vite, hein. Ouais, ouais. Donc c'est-à-dire quand il y a des mangues en Guyane, il y en a pas à Cuba, et quand il y a des mangues à Cuba, il y en a pas en Guyane. On peut imaginer effectivement, utiliser ce gradient-là pour, Mmh. oh, travailler les équilibres en termes de fourniture, Ouais. et ouais, c'est des choses comme ça qu'on a envisagé dans Communette 2, le Communette Plus, justement, OK, travailler une bourse, caribéenne, des produits agroécologiques, frais et transformés. génial. Bon, on aura encore plein de sujets à creuser, oui, c'est, c'est tellement, vaste. Hem, Si tu imaginais, la Guadeloupe en 2042, donc ça veut dire quoi? Ou mettons dans 20 ans quoi, 2045 disons. 2045, toi, tu as réussi à accomplir toutes les missions que tu voulais accomplir au parc, et puis, tu as eu, probablement, tu as de l'influence dans les sphères. À quoi ressemblerait, la Guadeloupe? Quels seraient les gros éléments différenciants Oui. si elle atteignait les objectifs, Mais c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, c'est notre objectif, faire de la Guadeloupe, enfin, un modèle, pas un territoire pilote en matière d'utilisation, de valorisation du vivant. Et donc, le parc va jouer un rôle majeur dans ce cadre, puisque bon, il y a les milieux naturels bien sûr, mais il y a toute la périphérie du parc qui est, voilà, en agriculture, on construit et cetera. Donc c'est imaginer cette Guadeloupe, sur les solutions du vivant quoi, qu'apporte le vivant. Refaire les connexions entre, les milieux naturels et puis les milieux urbanisés. C'est toutes les initiatives en matière de jardins communautaires partagés que porte le parc et d'autres acteurs bien sûr. Et donc c'est ça, on réinstaure de la vie. Quand je vois par exemple, la place, de la Victoire, c'est ça? Donc ouais, à Pointe-à-Pitre, ouais. où je promenais mes enfants quand ils étaient petits. Mais il y avait de grands arbres, on les a coupés, on a mis beaucoup de béton. On peut imaginer cette place-là, de manière, complètement différente, attrayante, où on a envie de s'asseoir sous, un grand arbre, Mmh. pour s'inspirer, pour, voilà. On est face à la mer en plus, on a de très beaux paysages,
il y a vraiment beaucoup à faire Chose à faire. en justement, travaillant avec le vivant, beaucoup plus que l'on le croit, quoi. Excellent, C'est vraiment ça. excellent. Mais écoute, c'est aussi là-dessus qu'on travaille nous, Mais oui, interne. On c'est fait ce qu'on peut. mais oui, c'est une Guadeloupe reconnectée au vivant, quoi. Ouais, C'est vraiment ça ouais, c'est le une belle phrase. oui. Génial. Écoute, merci beaucoup. Peut-être pour finir, est-ce que tu aurais, pour ceux qui nous écoutent, une recommandation de livre ou de documentaire Mmh. sur ces sujets-là à recommander? Oui, bon, déjà, je recommanderais donc le livre, d'Isabelle Delannoy sur l'économie symbiotique. Mmh. Ceux qui ont le courage, de lire également ce qu'on a produit sur l'économie régénérative. Voilà, bon et puis bon, en tapant ces mots-clés-là sur le web, moi, c'est ce que j'ai fait un peu, hein. On va trouver beaucoup de littérature, hein, sur ces sujets-là. Il y a des en anglais, en espagnol aussi, hein. Il y a des initiatives vraiment très, très importantes qui sont menées dans différents pays. Sur les documentaires, il y en a beaucoup. Ah là là, il y en a qui sont très scientifiques. Oui, Peut-être un grand public qui oui. va inspirer les gens, J'aime bien alors ce que fait en ce moment Olivier, Hanan, je crois, qui est de l'INA, hein, d'accord? INRAE, oui, oui, et qui parle effectivement de robustesse, plutôt que de performance, voilà, Mmh. de biodiversité. Comment la biodiversité est incontournable aujourd'hui si on veut affronter, les défis de demain, quoi. Et donc, parfois il va un peu loin, mais je pense qu'on a besoin de rupture aussi, d'entendre des discours, des histoires qui soient un peu en rupture avec, le modèle, classique, quoi. C'est un peu ça. Alors moi, j'aime bien écouter aussi des choses qui touchent un peu à la poésie, même si on n'est pas toujours d'accord avec, toutes les positions de certains auteurs. Je pense à comment il s'appelle, mon Dieu? Ah là là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui m'enchante, chaque fois qu'il dit une phrase, mais je suis mais voilà. Eh, je ne retrouve pas son nom, il faudrait que je regarde. Je pourrais t'en dire plein, mais je ne sais pas à qui tu penses. Ah là là, ça me revient pas. C'est pas Philippe, non, ça me revient C'est pas. pas Heu, Sylvain Sylvain, Sylvain Tessier, c'est merci, ça? Sylvain J'ai Tessier. voilà, Ah beh, voilà. pensé à lui. Lui qui voilà, va découvrir des endroits mais vraiment extraordinaires. Et la manière dont il, ressent ces choses-là et l'émotion qu'il traduit. Ouais. Et donc cette connexion qu'il a avec justement, la le vivant, Mmh. quelque part, les cultures, voilà, qui sont parfois, traditionnelles, mais qui ont Mmh. tellement aussi de savoir-faire, de savoir-être. Et Car l'approche aussi de d'observation et de et oui, et oui. ouais. Et puis toujours ce côté un peu, alpiniste, c'est-à-dire, en 1 de cordée, enfin, il n'est Mmh. pas toujours comme ça, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que bon, ouais, c'est la leçon qu'il donne. C'est-à-dire que pour vivre ces moments-là qui sont vraiment parfois extatiques, Mmh. il faut se donner la peine, quoi. Oui, C'est un il peu faut ça. se donner la peine. Il ne se laisse pas, voilà. Ça tombe pas tout cuit. Donc Ouais, ouais, exactement, donc surtout dans nos sociétés actuelles, voilà. ouais. Et puis des gens comme, je sais pas, j'en parle comme ça, mais il y a des bouquins aussi, hem de Mario Vargas Llosa qui vient de décéder, Gabriel Garcia Marquez, qui était, prix Nobel, hein, de littérature. Moi, ce que j'aimais dans Gabriel Garcia Marquez, je ne sais pas si qui tu as eu l'occasion de lire sa première biographie. Il y en Mmh. a eu 2 qui sont OK. passionnantes. La première s'appelait Une odeur de goyave et là-dedans, il dit: «Bon, je suis colombien certes, mais j'ai un sentiment qui est particulier. Quel que soit l'endroit où je me trouve dans le Caraïbe, que ce soit sur les côtes du Brésil, Costa Rica, à Cuba, en Martinique, en Guadeloupe, quelles que soient les barrières linguistiques, je me sens caribéen. Soy caribeño», c'est ce qu'il dit. Et c'est pour moi très, très important. C'est-à-dire que nous, je reviens à la Caraïbe, quelque part, on a un défi, commun. C'est-à-dire on partage un certain nombre d'enjeux communs. Si on veut, par exemple, s'adapter au changement climatique, atténuer le changement Mmh. climatique, c'est pas en Guadeloupe simplement qu'on va le faire, il faut le faire vraiment dans toute cette région. Si on veut aller vers une souveraineté alimentaire avec des modèles vertueux, mais c'est dans toute la Caraïbe avec des marchés peut-être qui vont s'établir. Quand on pour le parc, par exemple, on parle de zone de quiétude pour les cétacés. Bon, c'est pas simplement en Guadeloupe, il faut prendre, la Dominique, Saint-Kitts, voilà, C'est clair. c'est tout ça. Donc on partage tout ça et donc
j'étais en République dominicaine au mois de juillet sur le congrès de la CFCS, la Caribbean Football Society. Le thème, c'était One Health, c'est ça. C'est-à-dire, malgré tout ce qui nous sépare, peut-être, on peut faire commun autour de grands sujets. Mais ça, pour moi, c'est vital aussi. C'est très, très, très important. Excellent, bah, super. Et tu vas voir ça depuis que tu es aux études et tu continues donc on espère que le succès va continuer dans ce sens-là. Oui, donc je ne sais pas si c'est du succès. Mais J'aime bien la phrase de Mmh mh. Jacques Attali, il y en a qui ne l'aiment pas, hein, quand il dit qu'il n'est ni optimiste ni pessimiste. Il est simplement dans un match et l'important, c'est de ne pas perdre. Voilà, donc de garder une vigilance constante. C'est un peu ça qu'on essaie de faire. Bon là, super, on finit sur cette phrase, philosophique. Merci beaucoup, Ariel Yes, pour, merci. toute cette, belle énergie et puis ton temps. Non, merci pour ce que tu fais, ce que vous faites avec Régénération Caraïbes. Vraiment, c'est très inspirant aussi. Donc, j'ai pris connaissance un peu de vos travaux. Et puis, ce podcast, il est extraordinaire. Donc, les sujets qui sont abordés et tout, franchement, toute la Guadeloupe devrait voilà, se les approprier. Et Merci, on fera ce qu'il faut pour les relayer, quoi. merci beaucoup, c'est ce qu'on aimerait aussi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je suis sûr que ceux qui sont avec nous encore ont été captivés, on vous invite à partager, à continuer, voilà, de faire, savoir qui on est et c'est ça qui nous aide. On est indépendants et on essaye de le rester et de continuer à vivre parce que c'est pour la vie qu'on se bat, comme on l'a dit dans l'émission. À très bientôt. Merci. Régénération Caraïbes, le podcast.